Bonsoir à tous. À la une de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde, suite aux entraves et violations graves à l'exercice de leur profession, les avocats annoncent qu'ils déserteront les tribunaux du 16 au 20 septembre prochain, le temps d'une grève. L'annonce a été faite lors de la dernière session du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun. Également au titre hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi annonce son intention de rendre l'école publique primaire gratuite, un engagement qui concerne plus de 50 000 établissements de ce secteur de l'enseignement. Interrogés sur la question du coût d'une telle opération, les autorités ont botté en touche. Et puis en sport, la Fédération camerounaise de football maintient la suspension de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est l'une des résolutions prises au cours des assises du comité exécutif ce mardi à Yaoundé. Un comité technique transitoire a été mis sur pied pour gérer le football professionnel au Cameroun jusqu'en 2021. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'information suite aux entraves et violations graves à l'exercice de leur profession. Les avocats annoncent qu'ils déserteront les tribunaux du 16 au 20 septembre prochain, le temps d'une grève. L'annonce a été faite à la faveur de la dernière assise du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun. Plus de précisions dans ce reportage. Le malaise est-il si profond au sein de la justice camerounaise? L'on serait tenté d'y répondre par l'affirmative au regard du ton monté d'un cran par le biais d'une résolution signée le 31 août dernier à l'issue d'une session du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun. Selon l'information qui a filtré, le bâtonnier Patié Charles Diakounté et ses pairs du barreau du Cameroun projettent de déserter les tribunaux en mettant de côté le temps d'une grève, leur robe noire. L'opération dénommée Zéro Tribunal pour les avocats du Cameroun sur l'étendue du territoire national est annoncé du 16 au 20 septembre 2019. L'objectif étant par cette absence des tribunaux durant 5 jours de tirer la sonnette d'alarme sur les entraves et violations graves à l'exercice de leur profession. Les avocats se plaignent des débats dans les langues autres que celles des personnes poursuivies, de la violation des droits de la défense dans les tribunaux et du maintien abusif en détention de certaines personnes malgré les décisions de mise en liberté. Un nombre incalculable de griefs à n'en point finir. C'est donc un procès contre l'État du Cameroun, mieux contre tout le système judiciaire qui apparaît depuis peu comme un grand malade qui s'ignore. Les hommes en robe noire s'apprêtent ainsi à ouvrir dès la mi-septembre 2019 un véritable rapport de force dans l'optique de rompre avec des pratiques qui tendent à peindre en noir le système judiciaire camerounais. Au rang des griefs relevés dans le communiqué final de cette assise du barreau, il y a le mépris de certains droits fondamentaux, les cas de torture et ou de brutalité policière, l'arrogance des magistrats, le déni des droits de la défense consacrés par des textes internationaux ratifiés par le Cameroun. Un débrayage annoncé qui pour l'heure n'a pas fait réagir le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux du Cameroun. Parlons à présent de cette casse au quartier Nouvelle-Ngangé, lieu dit gendarmerie. Plusieurs familles désormais à la Belle Étoile dans cette partie du 2e arrondissement de la ville de Douala. Les populations victimes d'expropriation dénoncent une forme d'injustice et exigent leur recasement et paiement de leurs indemnisations avant la livraison des travaux d'aménagement des voies d'accès qui entrent dans le cadre du plan d'urgence triennal. Jean-Jean Mayedna, Étienne Monté. Les contraintes de casser eux-mêmes. Donc c'est la fraude du projet. Nous sommes ici au quartier Nouvelle-Ngangé, précisément au lieu dit gendarmerie, dans la circonscription administrative de Douala 2e, la zone qui jusqu'ici brillait de mille feux, avec des habitations de part et d'autre, n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis quelques jours. Toutes les maisons et autres installations commerciales et sociales érigées sur le tracé ont été sommées de libérer le plancher par les autorités administratives de la métropole économique du Cameroun. Et si certains responsables de famille ont entamé eux-mêmes la libération des lieux avant l'arrivée des engins lourds, d'autres par contre restent encore dubitatifs et dénoncent cette forme d'injustice. Maintenant, c'est cela qu'on maintient sur place et on met des guépis. Moi, la maison de ma située sur la route. La route est prévue depuis des années. Je suis ici depuis 1964. Voilà. Il n'y a pas de problème. L'endroit était vide. En 1954,
on m'a montré le terrain ici. Je voulais donc construire là, l'endroit qu'il y a dans le bateau. L'ancien maire Sokoto, Sommet, qui est mort, il avait un service qui ligne la construction des maisons en Gangé. Il m'a trouvé, il me dit que non, tu veux construire, il dit que oui. Il dit que non, ne construis pas ici, construis pas derrière. Et s'il est vrai que ces travaux d'aménagement des voies d'accès en cours depuis quelque temps dans plusieurs quartiers de l'arrondissement de Douala 2e rentrent dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique. Toutefois, il est à noter que les populations victimes de cette expropriation fustigent l'approche des pouvoirs publics à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, qui est le maître d'ouvrage, qui n'aurait préalablement pas procédé au recensement des concernés, encore moins pensé au recasement et à l'indemnisation des populations sinistrées. Nous constatons que plusieurs maisons sont cassées, plusieurs familles sont en train de déménager, et à la question que nous nous posons, où partent-elles? Où sont-elles logées? Qui les prend en charge? Que deviendront leurs enfants? Nous pensons qu'en matière d'expropriation, il y a une convention, la loi qui encadre les expropriations pour que l'utilité publique. Où est passée l'indemnisation? Où est passée la commission dirigée par le préfet du Voré pour recenser et évaluer les biens mis en cause? Ce sont donc plusieurs familles qui se retrouvent ainsi à la Belle Étoile, au quartier New Belengangé, lieu dit gendarmerie, pourtant bien installé depuis des années coloniales. Aujourd'hui alors, on créait donc une autoroute. Le banc de ma cour est enlevé dans ma maison. Où je vais donc partir? Où? C'est ainsi, moi je suis donc étonné. Je suis donc étonné. Aucun moyen encore. Voici où je me loge. On vient brutalement me casser. On me donne 72 heures. Je ne sais où je vais aller dormir avec mes pauvres enfants et ma pauvre femme. Rappelons que ce vaste projet gouvernemental porté par le MINDU, qui est l'aménagement des infrastructures routières, a pour but d'améliorer le cadre de vie des populations du quartier New Belengangé, qui sort ainsi peu à peu de son sous-développement. Rendons-nous à présent dans la partie septentrionale du Cameroun, précisément la capitale régionale de l'extrême nord, où le ministre Célestine Ketia Cortez était sur le terrain. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat est allé toucher du doigt l'état des dégâts engendrés sur les ponts du chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun sur haute instruction du président de la République Paul Biya. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat a fait également des propositions à court, moyen et long terme pour soulager la mobilité des personnes et des biens. Les précisions de Frédéric Boutomin et d'Adji Gonji. Mobilité réduite pour les populations de la ville de Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, due à l'effondrement des ponts de Misao et de Serewa à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun. Après les cris de cœur des populations mises en mal par ces effondrements, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain est dépêché sur le terrain pour une mission de constatation et d'évaluation des dégâts. Le chef de l'État a bien voulu nous dépêcher pour que nous adressions ces questions de rupture des ponts, d'effondrement du pont de Misao et l'effondrement du pont du radier de Tokombéré. Ça, c'était la mission principale. Et parce qu'il s'agissait de rétablir la circulation. Accompagné des autorités administratives, municipales, politiques, forces vives et populations,
Il était question pour Célestine Ketcha-Koutez, sur instruction du chef de l'État Paul Biya, de trouver des solutions concrètes afin de rétablir la libre mobilité des populations des villes de Maroua et de Tokombéré. Et à ce propos, il a été recommandé l'aménagement d'une voie de contournement à Missingleo, la mobilisation du génie militaire de Maroua pour démonter le pont de Misao et la mise en route effective des travaux d'enrochement du pont de Serewa avant les travaux de réhabilitation et de construction d'un radier plus moderne après la fin des pluies. Je me réjouis de ce que la circulation a été rétablie. Je me réjouis de la mobilisation des entreprises citoyennes qui se sont mises avec le délégué du gouvernement qui a mis en place ce dallo de Missingleo. Et nous sommes en train d'aménager la voirie et bien sûr d'ici à une semaine, la route sera très praticable. Mais au jour d'aujourd'hui, les populations peuvent se mouvoir de Maroua 1er à Maroua 2e sans problème. Rétablir la circulation entre les différentes localités coupées à raison de l'effondrement des deux ponts de Misao et de Serewa, telle est la priorité du ministre de l'Habitat et du Développement urbain descendu sur le terrain pour permettre à la fois aux élèves de renouer avec le chemin des classes et aux opérateurs économiques de reprendre sereinement les activités commerciales bloquées en raison des intempéries et de ces effondrements. Rendons-nous à présent dans la localité de Miadam, située à 3 km de la capitale régionale du centre Yaoundé, où 2 jours après le retentissement des carillons de la rentrée scolaire, les cours n'ont toujours pas repris faute de salles de classe disponibles et d'enseignants. Les précisions de Jean-Oscar Libork et de Mohamed Essoubadou. On ne prend plus part des établissements publics. Il est 7 heures au carrefour Hawaï Escalier. Nous sommes encore à Yaoundé. Déjà, l'une des directrices de l'école publique de Bihadal, Irène Libok, négocie le seul moyen de transport qui existe pour s'y rendre. La moto. Une demi-heure après, enfin, 500 francs à débourser pour affronter le chemin de croix long de 3 km en moyenne. Il faut alors, durant le trajet, subir les nids de poules, les embouteillages, la boue et autres. Tout un calvaire. Et c'est pas le pire. Quelques minutes après, environ 45 minutes, nous voici à l'école publique de Bihandal. C'est dans le département de la Mefoué à Famba. En ce deuxième jour de la rentrée scolaire 2019-2020, les élèves sont déjà à l'enceinte de l'établissement. Quelques modalités d'usage et les cours débutent. Les 12 mois de l'année sont... Là, c'est sans compter avec les vraies réalités de cette école. Créée il y a près de 5 décennies et éclatée en 3 groupes, de par son affluence, le flot important des élèves qui sollicitaient recevoir les enseignements. Cette fois-ci, l'école publique de Mihandal croupit dans la promiscuité, les salles de classe vandalisées, tout un bâtiment effondré et du coup, les parents d'élèves font la fine bouche pour inscrire leur progéniture dans cet établissement. L'heure est grave et le temps est compté. Mon frère, à ma plus grande surprise, je suis arrivé, j'ai trouvé même la salle vraiment, il n'y a même pas la toiture. Bon, mais on va quand même faire avec. Nous sommes allés à Gola Famba voir, les autorités nous ont promis que c'est peut-être au début de l'année scolaire, on aura déjà une salle de classe, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mihandal, les 3 écoles publiques obligées de partager la même salle de classe pour chaque palier de cours. Solidarité oblige. J'ai été affecté ici et j'ai trouvé que c'est mon bâtiment qui a été sinistré. Et vraiment, je ne sais pas où mettre mes élèves. Ce qui fait que par notre solidarité avec mes collègues, elles m'ont permis pour le moment de fonctionner avec elles. Et c'est ce qui n'est pas facile parce que 3 groupes dans une seule salle de classe, ce n'est pas évident. Et par conséquent, j'éprouve beaucoup de difficultés. Je n'ai même pas de bureau. Manque d'enseignants. Nous n'avons pas d'enseignants. Et dans mon groupe, moi, je n'ai que 2 enseignants. Et une école à cycle complet, c'est un peu difficile. Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons ne sont pas... Puisque le site partage 3 groupes. Et nous n'avons que 6 salles de classe, ou même, je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire. La cohabitation et l'autonomie étant ainsi entachées, il faut sauver à tout prix l'école publique de Mihandal. Nous avons besoin d'aide. Nous pouvons même faire appel, si possible, à Madame Chantal Biya, qu'elle nous vienne
en aide, parce que là, c'est pas facile, c'est la jeunesse. Nous prions que le gouvernement pense aussi à Mahandan, parce que nous sommes les gens qui éduquent la jeunesse. Mais si nous n'avons vraiment pas les moyens nécessaires et en plus même le cadre approprié, comment est-ce que l'éducation passera? Il y a déjà ces enfants qui ne sont pas dans un cadre, dans le cadre de recevoir ces enseignements. Et les enseignants même, comment est-ce qu'ils peuvent travailler dans ces conditions? C'est la raison pour laquelle je lance cet appel. Je lance un appel à la première dame et au CERAC de pouvoir voler à notre secours, aux ONG, aux associations, aux âmes de bonne volonté de nous venir en aide. Nous avons vraiment besoin des salles de classe et c'est un problème urgent. Le message est passé, les autorités et autres mécènes sont saisis. L'école publique de Bihandal est à genoux. L'éducation de nos jeunes dans cette partie du pays est hypothéquée. Nous reparlons de ce premier jour de la rentrée scolaire dans la capitale régionale du sud-ouest du Cameroun. Dans cette édition de l'information, Bernard Okaliabilay, le gouverneur de la région du sud-ouest, était sur le terrain pour prendre le pouls à travers une tournée dans plusieurs établissements scolaires pour une rentrée 2019-2020 dans le sud-ouest qui se veut sans heurts malgré un environnement conflictuel. Adrien Obodem et la Ginangi. Retour dans les salles de classe pour les élèves de Boya dans le sud-ouest du Cameroun. Malgré l'environnement conflictuel et la peur permanente de voir les groupes séparatistes ambazoniens tenter une incursion dans les établissements scolaires, les parents de ces élèves ont fait le choix de rester. Pour s'assurer du bon déroulement des cours, Bernard Okalia, gouverneur de la région, a consacré sa matinée à faire le tour de ces écoles. La situation est sereine, mes impressions sont très bonnes. Nous avons visité au total près d'une dizaine d'écoles. À Boya, nous avons vu des écoles où il y avait plus de 500 élèves, le PCSS. Nous sommes allés au Baptist High School où la participation était de plus de 300 élèves. Un peu partout, nous sommes descendus à Moutenguene. La tendance, la participation des élèves était aussi intéressante. Nous sortons de Manaobé où nous avons vu une école primaire avec plus de 100 élèves. Nous sommes ici au collège Sonara où la présence est de l'ordre de 95% des élèves attendus. Donc nous disons que la situation est bonne. Une visite qui a permis à chaque arrêt d'avoir un échange aussi bien avec les responsables des écoles que les élèves. Il était également question de mettre à la disposition du staff enseignant du matériel didactique. Nous demandons à ceux des élèves et des parents qui gardent encore leurs enfants à la maison de les accompagner à l'école demain. Nous parlons de cette rentrée scolaire, cette fois-ci dans l'arrondissement de Mundemba, toujours dans la région du sud-ouest du Cameroun, où le sous-préfet était sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de cette année scolaire, invitant par ricochet les élèves retardataires à regagner progressivement le chemin de l'école. Praxet Toulou, Pélaginangi. La rentrée scolaire a bel et bien débuté. 24 heures après le début de l'année scolaire 2019-2020, les salles de classe et les établissements primaires et secondaires de Mundemba accueillent les apprenants. Bien qu'en petit nombre, ils ont tenu à être présents dans leurs salles de classe respectives le premier jour de la rentrée. Une rentrée scolaire qui, dans cette zone en crise du sud-ouest, a également reçu un élève particulier. Le sous-préfet de Mundemba, venu à la fois saluer et féliciter ses apprenants venus pour la prise des cours, mais aussi s'assurer de l'effectivité de la rentrée. Et j'ai aussi constaté que beaucoup de proviseurs, les collaborateurs ainsi que les enseignants ont répondu présents, répondant à mes multiples appels qui les a dit d'être là à partir de 16 jours. Je voulais dire que aussi on a constaté que beaucoup des élèves ainsi que les écoliers n'étaient pas dans les tenues d'école. Parce que cette matin... Malgré la peur qui anime encore certains parents, les autorités administratives se veulent rassurantes. Tout est mis en œuvre
pour stopper et enrayer toutes les actions ou tentatives de rebelles sécessionnistes, dont 5 ont été neutralisés par les forces de défense de la localité de Mundemba. Une sorte de garantie à la sécurité pour que l'école reprenne l'effectivité durant cette année scolaire 2019-2020. Cette rentrée scolaire 2019-2020 est effective au Cameroun depuis le 2 septembre dernier, seulement à Douala, poumon économique du Cameroun. Les parents se démènent pour réunir l'ensemble des fournitures exigées pour leur progéniture. Pendant ce temps, dans les agences de voyage, on observe un pic de la clientèle. Frédéric Moutomé, Étienne Monté. Loin de l'effervescence observée depuis ce 2 septembre 2019 dans les enceintes des écoles, lycées et collèges du Triangle national, rue et artère de Douala, capitale économique du Cameroun, grouille de monde, et ce en raison de la rentrée scolaire 2019-2020. Au lieu dit marché chinois à Aqua, par exemple, comptoirs, étals et autres vendeurs ambulants achalandés pour la circonstance, des produits divers de rentrée n'attirent pas grand monde. Pour le moment, la rentrée, là, c'est trop dur pour le moment. Donc, on n'achète même pas les sacs, on n'aime pas les sacs. Les sacs sont chers, mais on ne vient que demander, on ne fait que partir. Donc, actuellement, là, il n'y a rien qui passe. Nous sommes là comme ça. Moi, je suis là depuis le matin, même pas un sac. Et même, on ne demande même pas. Marché, c'est avant qu'il y avait le marché, mais maintenant, s'il n'y a rien. Depuis le matin, nous, on est là. Rien ne sort. On est là, on regarde. On espère que non, demain, ça pourra aller. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la route est sec. Les élèves sont à l'école. Il n'y a personne au marché. Donc, les parents ne viennent pas acheter? Les parents ne viennent pas acheter. Ça ne passe pas. Le marché de cette année, ce n'est pas comme les années précédentes. Le marché de cette année, ça nous a dépassé. Pour les commerçants, la faute à la conjoncture économique, pas du tout favorable aux activités commerciales en cette rentrée scolaire. Les parents disent qu'il n'y a pas de l'argent. Qu'il n'y a pas de l'argent dehors. Donc, on essaye de... Bon, aussi, disons que les sacs sont chers. Et on essaye aussi de leur faire comprendre que ce n'est pas de notre faute si les sacs sont chers. Et même au magasin, on ne nous laisse pas. Le sac qu'on payait peut-être l'année passée à 5 000. Aujourd'hui, on paye à 6 000. Vous voyez, les prix ne font que s'augmenter. Au marché, les prix sont enflammés puisque le sac, l'année passée, j'ai payé à 2 000. Bon, cette fois-ci, on me dit 2 500. Bon, vous voyez que, bon, avec la vie qui est d'abord dure, on ne s'en sort même pas et puis les choses sont chères, on ne sait pas où on va aller avec tout cela. Pour le moment, là, voilà les sacs que je vais payer. Bon, vous pouvez imaginer le prix, ça va aller même à plus de 6 000. Bon, vous pensez qu'on ramasse les 6 000 là facilement aujourd'hui. Les choses sont dures. On ne gagne même pas 2 500 jours. Même pas 2 000, je peux dire. Et il faut rationner, il faut tout cela. Donc. Même inscrit, on n'a pas encore inscrit, même comment payer les sacs. Une rentrée aussi difficile pour les parents d'élèves qui vont et viennent devant ces commerçants, question d'obtenir le meilleur prix pour les fournitures diverses de leur progéniture, même si quelquefois la qualité et le coût de ces fournitures est très souvent remise en question par les parents. Les prix des sacs sont excessivement élevés cette année, mais je comprends parce qu'on nous dit que les prix de la douane ont augmenté, ce qui fait que les prix de toutes les marchandises ont augmenté sur le marché. Abordable. Abordable. Par rapport aux années précédentes, les prix sont quand même abordables. Les prix ne sont pas abordables, les prix sont trop chers. Nous ne pouvons même pas acheter les sacs au marché. Les sacs sont les sacs chinois, les prix sont à 10 000, 6 000 et tu ne vois même pas la qualité du sac. Les sacs qui vont se gâter à un moment à l'autre. Donc les prix de cette année sont trop chers. Autre lieu, même effervescence, nous sommes ici, dans le terminal d'une agence de voyage interurbain. Les passagers en grand nombre, parmi lesquels plusieurs centaines d'élèves attendent de pouvoir embarquer pour leur destination finale. Seulement, embouteillage, file d'attente et bagarres sont au rendez-vous. Chacun veut être à l'intérieur du gros porteur. Sentez vous-même que l'affluence a baissé pratiquement parce que je me dis les élèves sont déjà en classe. Les classes ont effectivement commencé depuis hier. Les derniers passagers ont voyagé hier également et quelques-uns ce matin. Donc nous avons retrouvé le rythme normal.
Plus de 24 heures après le kick-off de la rentrée scolaire 2019-2020, les espaces commerciaux et les points de chargement des agences de voyage interurbains de Douala restent particulièrement sollicités au grand bonheur des opérateurs de ces différents secteurs qui semblent se frotter les mains. Pendant ce temps, les parents, eux, crient à la vie chère. Hors de nos frontières à présent, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi annonce son intention de rendre gratuit l'école maternelle publique. Cet engagement concerne 50 000 établissements de ce secteur de l'enseignement. Interrogés sur le coût d'une telle opération, les autorités publiques bottent pourtant en touche. Les détails de nos confrères d'Africa News. Considéré comme un pas important vers l'amélioration du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé son intention de rendre l'enseignement primaire public gratuit. S'il est déployé avec succès dans tout le pays, l'engagement du président concernera 50 000 écoles primaires publiques et surtout des millions d'enfants pauvres privés d'éducation faute d'argent. Donc je sais que la mesure ne prend pas à certains endroits, mais ce sera une mesure qui sera vraiment définitive et intégrale dans quelques mois. Parce que vous savez, on a pris les choses en cours de route, on n'avait pas de gouvernement, on n'avait pas de budget, etc. Donc tout ça, le temps de le mettre en branle, mais ce sera fait. C'est mon objectif primordial. Une nouvelle bien accueillie par les parents qui espèrent que la rentrée scolaire de cette année sera moins lourde. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes des 7e et 8e, c'est gratuit. Donc je me suis étonnée. Je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. C'est bien de décréter l'année gratuite, mais il faudrait que ces enseignants qui viennent enseigner les enfants soient bien rémunérés, qu'ils soient quand même en mesure d'avoir un salaire qui les permettra de réunir les 2 bouts du mois. Et avec ça, l'enseignement va se dérouler en toute quiétude. Selon les statistiques des données nationales, 3,5 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisés. En outre, le secteur a été confronté à un large éventail de défis en matière de qualité de gouvernance et de disparité. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a perdu sa majorité au Parlement avec la défection du député Philippe Lou. Ce député conservateur justifie son acte par la pression exercée par le gouvernement de manière agressive sur le nouveau Brexit qui, selon lui, pourrait être dommageable pour le Royaume-Uni. Les détails de nos confrères d'Euronews. La rentrée parlementaire s'est transformée en véritable duel entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn à Westminster, à l'ouverture de cette semaine cruciale qui pourrait voir le Parlement s'opposer à nouveau au gouvernement sur le Brexit et provoquer de nouvelles élections. Le Premier ministre a tenté, alors qu'il vient de perdre sa majorité, de rallier les députés à son Brexit, prévu le 31 octobre. J'ai fait comprendre à tout le monde que tous les membres du gouvernement veulent un accord. Mais il est indéniable que la Chambre des communes a rejeté l'accord de retrait à 3 reprises et qu'il ne peut tout simplement pas être ressuscité. C'est pourquoi j'ai écrit au président Tusk le 19 août pour exposer nos arguments sur la raison pour laquelle un futur accord doit inclure l'abolition de ce backstop antidémocratique. Pour l'opposition travailliste ainsi que pour un certain nombre de conservateurs, l'objectif cette semaine, c'est forcer Boris Johnson à demander un nouveau report du Brexit. Après ces réunions avec les dirigeants de l'UE, le Premier ministre a émis une note optimiste indiquant que les chances d'un accord, selon ses termes, augmentaient. Son optimisme n'était pas partagé par ceux qui ont assisté aux mêmes réunions. Le Premier ministre peut dire que des progrès ont été réalisés, mais les dirigeants européens expliquent que le gouvernement n'a jusqu'à présent pas présenté de nouvelles propositions. Alors que Boris Johnson s'adressait au Parlement, le député Philippe Lee a quitté les rangs du Parti conservateur pour rejoindre ceux du Lib Dem, un parti europhile appartenant à l'opposition, faisant ainsi perdre au Premier ministre sa majorité absolue.
En sport à présent, la Fédération camerounaise de football maintient la suspension de la Ligue professionnelle de football du Cameroun. L'une des résolutions du comité exécutif tenu ce mardi à Yaoundé est la mise sur pied d'un comité technique provisoire pour gérer les affaires courantes. Les détails de Zobel Apollinaire Bon. La Fédération camerounaise de football n'a pas reculé tel que le pensaient déjà bon nombre d'acteurs du sport roi au Cameroun. L'instance que dirige Sédou Bobo Ndoya est restée ferme malgré le courroux du général Pierre Semengue, désormais mis à l'écart en ce qui concerne la gestion du football professionnel au Cameroun. En lieu et place de la LFPC, la FECAFOOT vient de mettre sur pied un comité technique transitoire chargé de gérer les affaires courantes et de restructurer le football professionnel. Celui-ci a pour mission de redorer le blason de cette discipline au Cameroun, loin de tous les manquements observés dans la gestion de la Ligue de football professionnel. Parmi ces nombreux manquements, la FECAFOOT relève la crise de confiance permanente entre la LFPC et la majorité des clubs professionnels, l'inexistence d'un organigramme et d'un plan cohérent de gestion des ressources humaines favorisant des pratiques peu orthodoxes, la mise en cause répétée de la tutelle de la fédération et de ses prérogatives, l'opacité dans la gestion des subventions allouées par l'État et la Fédération camerounaise de football. Plus encore, une dette locative inexplicable de 4 années d'arriérés de loyer. La FECAFOOT rappelle par ailleurs que la LFPC a été créée par ses bons soins le 28 mai 2011 et qu'à sa création, celle-ci s'était engagée à se soumettre entièrement aux obligations découlant des statuts de la fédération, ce qui semble ne pas être le cas de nos jours. Pour la FECAFOOT, la mise sur pied d'un comité technique transitoire ne vise aucunement la personne du général Pierre Semengue, élevé au rang de président d'honneur de la FECAFOOT lors de l'Assemblée générale du 26 juillet dernier, décision qui reste en vigueur, mais il est question de sauver le football camerounais de son déclin. Et c'est donc avec cette décision de la Fédération camerounaise de football de mettre sur pied ce comité technique transitoire pour gérer les affaires courantes de la Ligue professionnelle de football du Cameroun que nous mettons un terme à cette livraison de l'information ce mardi. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.